Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va se concentrer aujourd'hui sur la carrière d'un autre réalisateur, celle de John Carpenter. Considéré comme un maître de l'horreur, il est en fait un réalisateur qui a touché un peu à tous les genres. Et Carpenter, malgré son âge avancé aujourd'hui, si on le voit plus au cinéma, ça reste vraiment un grand réalisateur. Comme beaucoup, il a démarré par le court-métrage, et on a retrouvé très peu de ses courts-métrages. Pourtant, on peut en citer plusieurs, notamment Revenge of the Colossal Beast qu'il a réalisé à 14 ans, Terror from Space à 15 ans, Captain Voyeur en 1969. Celui-là, on a retrouvé les images et c'est celle que vous voyez défiler. En 69 toujours, Warrior and the Demon, Sorcerer from Outer Space, Gorgo vs Godzilla et Gorgon the Space Monster. Une belle liste de courts-métrages qui vont contribuer à lui faire connaître le cinéma, à le faire démarrer. Pourtant, c'est pas comme réalisateur qu'on va le retrouver la première fois au casting d'un film, mais bien dans un autre rôle, celui entre autres de compositeur, de scénariste et de monteur sur The Resurrection of Broncho Billy de James R. Rockos. Après donc cette première apparition au générique d'un film en 1970, il faut attendre 1974 pour retrouver le réalisateur qui sort son premier film qui était en fait à la base un film de fin d'études qui a réussi à se faire financer à hauteur de 60 000 dollars, ce qui est un budget très limité. Et c'est le film Dark Star ou Dark Star l'étoile noire, ça dépend. John Carpenter a alors 25 ans et il va sortir ce film. C'est loin d'être sa plus grande réussite. Pourtant, il s'occupera de la réalisation, du scénario en compagnie de Dan O'Bannon, qui plus tard partira écrire le scénario d'Alien, ou encore de la musique. Le montage, lui, sera effectué par Dan O'Bannon, ainsi que les décors. C'est donc une équipe réduite qui va se retrouver à réaliser ce petit film. Et Dark Star, c'est déjà particulier dans la carrière de Carpenter, puisqu'on est sur un film de science-fiction, mais surtout sur une étrange comédie, mais pas forcément toujours très drôle, le réalisateur n'arrivant pas forcément à transcrire son humour sur 1h20 de film. De fait, c'est un film qui est assez bancal. Pour résumer un peu l'histoire, ça raconte l'histoire du Dark Star, donc qui est un vaisseau spatial terrien. Les membres d'équipage ont pour mission de détruire des planètes lointaines instables, jusqu'à après qu'ils aient bien basculé dans la solitude et l'ennui, il y a une avarie sur le vaisseau. Globalement, faut le dire, les 1h20 sont bien de trop et on s'ennuie un peu durant le film. Pour autant, il y a des petites choses intéressantes, le film est pas nul, loin de là même, mais il y a des choses étonnantes, notamment certains effets spéciaux qui font franchement rire aujourd'hui, notamment un alien qui ressemble à un ballon de plage. Au casting, on retrouve forcément pas de grands acteurs, à part Dan O'Bannon qu'on peut reconnaître, pour le reste c'est des inconnus. Cependant, Darkstar a l'avantage d'avoir bénéficié d'un regain d'intérêt récemment avec les sorties de DVD, de Blu-ray, d'éditions spéciales, de manière assez étonnante puisque le film n'en est pas meilleur pour autant. Ça reste un film assez moyen, pas hyper intéressant, mais pour commencer la carrière de Carpenter, pour la découvrir, pourquoi pas. Mais c'est pas le film à conseiller absolument si on veut regarder un film du réalisateur. Because I must detonate. I must detonate. Commander Powell. Commander Powell, this is Doolittle. Can you hear me? Man, what happened, man? Hey, Bond. Confirm. Our drive sequence activated. Roger, retracted. Lock all defensive systems. Dark Star. They are not lost in space. They are loose. Malgré l'échec relatif et compréhensible de Dark Star, Carpenter revient en 1976 avec la réalisation de Assaut. Assaut, c'est pas impossible de le considérer, c'est pas interdit plutôt de le considérer comme son chef-d'œuvre, et pourtant c'est seulement son premier film, ou son premier vrai film, en tout cas tourné avec 100 000 dollars. Le film se veut être une espèce de remake ou de revisite du Rio Bravo de Howard Hawks et propose quelque chose de totalement nouveau et de totalement impressionnant pour l'époque. Alors pour l'histoire, on va en gros voir un gang qui va attaquer un poste de police, le fameux Central 13 du titre original, pour abattre un autre membre qui a tué un des leurs. De fait, les policiers et les prisonniers vont s'allier pour combattre ce gang pendant une nuit qui va être meurtrière.
Assaut est un film dont la production sera extrêmement compliquée et Carpenter sera soumis à beaucoup de pression. D'ailleurs, au début du tournage, ses cheveux sont totalement noirs, pardon. À la fin du tournage, ils seront totalement blancs. Déjà à l'époque, alors que c'est un de ses premiers films. Engageant un casting d'acteurs qui sont pas forcément des stars, mais qui ont pour certains un certain nom dans le genre. On y trouve Austin Stoker ou Darwin Johnston, par exemple, ou encore Tony Burton. Le réalisateur va parvenir à mettre en scène un film qui est âpre et qui se concentre essentiellement sur les relations entre les prisonniers et les policiers et sur le respect mutuel qu'il va y avoir entre eux. C'est un film qui a failli être interdit de sortie au cinéma, notamment pour une scène où une jeune enfant se fait abattre par un tueur. La scène devait être coupée et Carpenter l'a remis dans le montage juste avant de livrer le film au cinéma, alors que tout le monde pensait qu'elle avait été coupée. C'est des petits détails comme ça qui font que le film sort de la masse et qui s'est imposé comme un des meilleurs films du réalisateur et un des meilleurs films dans son genre. Un film devenu culte avec le temps. Tellement culte qu'il a eu le droit à un remake en 2005 par le réalisateur français Jean-François Richer, un remake nommé Assaut sur le Central 13, et un quasi-remake, ou tout du moins un hommage français, avec le film Nick Gap de Florent Emilio Siri, qui est pas interdit de préférer justement au remake officiel. They're not afraid to die. Any of them. They want to rip us apart, no matter what it costs. It means to the death. Jesus Christ. We got a war going on down here. We can't find the damn thing. En 1978, John Carpenter passe au format télévisuel en réalisant le film Meurtre au 43e étage, ou en version originale Someone's Watching Me. A noter que la version DVD française pendant longtemps affichait un meurtre au 43e étage, auquel il manque donc un R. Le film raconte l'histoire d'une femme célibataire qui débarque à Los Angeles et elle emménage au 43e étage d'une résidence assez huppée. Elle va recevoir des cadeaux un peu bizarres et des appels téléphoniques inquiétants et va devenir persuadée qu'un maniaque lui en veut, la police ne voulant pas l'aider. Ce film dure un peu plus d'1h30 et de manière générale, c'est un bon téléfilm. Sorti au cinéma, ça aurait sûrement pas fait parler, mais en tant que téléfilm, c'est plutôt très réussi avec un budget en plus très limité. Au casting, on retrouve Lauren Newton, David Bierney ou encore Adrienne Barbeau, qui deviendra la femme de John Carpenter. Ce meurtre au 43e étage s'inspire énormément du style de Hitchcock, et c'est une version light, une version facile de ce qu'aurait pu faire un Hitchcock. C'est un film qui est plutôt sympa à regarder une fois, qui fera pas partie des grands films ni des films cultes du réalisateur, mais qui se regarde gentiment. Alors bien évidemment, ça restera une œuvre très mineure, mais je vous conseille quand même d'y jeter un œil à l'occasion. Lauren Hutton, David Burney, and Adrienne Barbeau star in a chilling tale of suspense and terror. A twisted maniac is at large. Can he be stopped before it's too late? Someone's watching next Wednesday on NBC. Nous sommes toujours en 1978 quand John Carpenter réussit le gros coup, le hold-up, le coup de génie. Et d'ailleurs, un coup de génie tellement puissant qu'il va réussir à faire redécouvrir Assaut qui était un peu passé sous le radar à sa sortie et qui va ressortir en salle à la suite du gros succès de Halloween, la nuit des masques. Gros succès évidemment puisque le film ne sera pas unique, tas de suites sortiront à travers les années, on a aujourd'hui plus d'une dizaine d'épisodes de Halloween, certains sortent encore aujourd'hui. Il y a eu des remakes, il y a eu des suites, il y a eu des épisodes autres. Bref, la saga Halloween reste un vrai monstre de l'histoire du cinéma aujourd'hui, ou du moins de l'histoire du cinéma d'horreur, et elle a démarré par ce film en 1978, et par un plan, une scène tout du moins iconique, qui restera pendant de nombreuses années un modèle du genre, et encore aujourd'hui, cette scène où on voit un enfant, le jeune Michael Myers, et on voit par ses yeux
On ne sait pas que c'est un enfant au départ, on voit uniquement par ses yeux et on le voit rentrer dans une maison et poignarder sa sœur. Et c'est à la fin de cette scène qu'on découvrira que c'est un enfant. C'est une scène choc, une scène forte. Et le film démarre là-dessus, avant que Michael Myers donc soit envoyé dans un hôpital psychiatrique et revienne pour menacer les adolescents de sa ville. Si on passera sur la VF d'époque qui est à mourir de rire aujourd'hui avec un Michael Myers nommé Michel Meyer, par exemple, le film est un véritable modèle du slasher, un modèle du genre, un modèle qui est repris aujourd'hui et que finalement peu de films arrivent encore à surpasser. Alors bien sûr, on peut lui voir un certain vieillissement, qui est parfois un peu lent, le rythme est un peu bancal par moment, mais de manière générale, sans montrer beaucoup de sang, il arrive, et avec quelques notes musicales composées par Carpenter lui-même, à instaurer une ambiance étrange, une ambiance de peur qui est omniprésente. Halloween, ça reste une grande réussite du genre, un chef-d'œuvre que d'ailleurs nombre d'acteurs qui n'ont pas été conservés au casting malgré les idées de base, tels que Christopher Lee qui devait incarner le Dr Loomis, qui sera finalement incarné par Donald Pleasance. Christopher Lee regrettait énormément de ne pas avoir accepté ce rôle. Au casting, on retrouve aussi Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Tony Moran, ou Charles Cypher qu'on a vu depuis un moment dans les films précédents du réalisateur. Bref, tout est réussi dans Halloween, il n'y a pas grand chose à critiquer aujourd'hui, même si en effet le revoir ça lui donne un air vieillot puisque énormément de films ont repris ce qu'il avait fait. Mais ça reste un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma et un film à voir absolument. En 78, toujours, on verra deux films sur lesquels Carpenter intervient en tant que scénariste. L'un pour le cinéma, Les yeux de Laura Mars de Irving Kershner, et l'autre pour la télé, l'étonnant Zuma Beach. Alors quand j'ai vu l'affiche du film, j'ai cru que c'était une erreur, mais non. Ce Zuma Beach est bien une aventure écrite par John Carpenter, et c'est un film réalisé par Lee H. Katzin. En 1979, John Carpenter se voit confier la réalisation d'un nouveau film, une biographie cette fois-ci, un téléfilm. Celui-ci sera nommé Le roman d'Elvis. Et c'est un téléfilm qui donc reprend la vie d'Elvis Presley. On est à Las Vegas en 69. Elvis doit faire un concert qui marquera son grand retour sur scène après 8 ans d'absence, et il va se remémorer son passé. Le téléfilm est sorti en deux versions, une version télé de 168 minutes et une version cinéma de 115 minutes. Ce téléfilm marque également la première collaboration entre Kurt Russell et John Carpenter. Alors Kurt Russell interprète Elvis Presley, mais il ne chantera pas les chansons qui seront interprétées par Ronnie McDowell. Pour le reste, qu'on aime ou pas Elvis Presley, le film se regarde très bien et il s'apprécie vraiment tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre intéressante qui explique des choses sur le chanteur, et qu'on l'aime ou pas, on peut vraiment prendre du plaisir à regarder le film. Il faut tout de même noter que c'est un film un peu atypique, puisque c'est la seule fois où Carpenter s'attaquera comme ça à une biographie, et surtout, c'est la première fois qu'il participera à un film avec Kurt Russell, qui à l'époque fait partie de l'écurie Disney. Il fait des films pour adolescents, des films pour enfants, et il se retrouve d'un seul coup chez Carpenter. Carpenter qui est d'ailleurs choisi parce qu'il compose régulièrement les pistes musicales de ses propres films. Chose étonnante, cette fois sur ce film, c'est pas lui qui le composera. On notera au passage pour la petite anecdote que c'est bel et bien le père de Kurt Russell qui incarne le père d'Elvis dans le film. Pour le reste, le roman d'Elvis n'est pas le meilleur film de Carpenter, mais c'est un très bon film dans son genre qui mérite vraiment d'être vu, et ce même s'il semble un peu à part dans la carrière du réalisateur. Toujours en 79, John Carpenter écrira un téléfilm, le téléfilm Better Late Than Never de Richard Crenna.
Il ne faut pas attendre longtemps pour voir Carpenter dans un grand écran, puisqu'on le retrouve en 1980 à la réalisation de Fog. Fog est un film qui aurait très bien pu s'inspirer d'un roman de Stephen King s'il l'avait écrit. C'est pas le cas. Et c'est John Carpenter qui va réaliser ce film, qui prend place dans une petite ville qui va être submergée par la brume. Il y a une légende dans cette ville qui dit qu'il y a une centaine d'années, tous les passagers d'un bateau sont morts, et qu'à chaque fois que le brouillard se lève, les victimes surgissent des flots pour se montrer aux vivants. Évidemment, l'arrivée de la brume va déclencher tout un tas de spéculations. Évidemment, le film s'inspire de tout un paquet d'auteurs qui ont œuvré dans le genre, et ça semble vraiment sortir d'une œuvre littéraire. Au casting du film, on trouve entre autres Adrienne Barbeau dans le rôle principal, mais aussi Tom Atkins, Jamie Lee Curtis qui fait son retour chez le réalisateur, Janet Leigh, Charles Cypher de nouveau, Hal Holbrook ou encore John Carpenter lui-même. Fog est un film qui aura également une production difficile. Tourner dans le brouillard, c'est compliqué, d'autant plus quand il n'y a pas de brouillard. Ce sera le cas pendant une majorité de la production du film. Le réalisateur devra rivaliser d'ingéniosité, et c'est une des raisons pour laquelle le film est relativement lent. Il est composé de beaucoup de dialogues, beaucoup de moments simplement où l'intrigue avance sans qu'il y ait beaucoup d'action. Ça n'empêche pas l'ambiance de s'installer et d'être vraiment unique en son genre. Fog, c'est une grande réussite qui, même si aujourd'hui elle a un peu vieilli, demeure un film très prenant et un film qui arrive à se montrer effrayant par moments. C'est aussi un film qui a eu droit à un remake bien plus tard, des années plus tard, en 2005, un remake réalisé par le tâcheron Rupert Wainwright et qui sera totalement raté, et ce même s'il est supervisé par Carpenter lui-même. Rise up. En 1981, John Carpenter imagine un futur, celui de 1997, avec le film New York 1997. Ce film est à mon sens un de ses plus réussis, si ce n'est son plus réussi. Le film se déroule donc en 97, Manhattan est devenue une immense prison, et il y vit près de 3 millions de prisonniers. Alors, l'avion du président des États-Unis est victime d'un attentat, il s'écrase donc en plein Manhattan. Et pour retrouver le président qui a survécu, ils vont envoyer Snake Plissken, qui va disposer de 24 heures pour retrouver le président et s'échapper avec lui. Au casting de ce New York 97, on retrouve des habitués du réalisateur et quelques petits nouveaux. Si on peut citer Kurt Russell, qui revient une nouvelle fois après le roman d'Elvis, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Ernest Borgnine, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Charles Cypher, mais également John Carpenter lui-même, Nick Castle et Deborah Hill dans des petits rôles, et même la voix de Jamie Lee Curtis au début du film pour la narration. Si au départ le studio voulait que Carpenter engage Charles Bronson ou Tommy Lee Jones dans les rôles principaux, ils l'ont également proposé à des gens comme Jeff Bridges, Chris Christopherson ou Nick Nolte, le réalisateur va s'accrocher à Kurt Russell qu'il apprécie particulièrement depuis leur collaboration précédente. Ce sera une vraie réussite puisque le personnage est ultra charismatique, tellement charismatique qu'il inspirera le personnage de Solid Snake dans Metal Gear Solid, au point même que le doubleur de Solid Snake dans Metal Gear Solid essaiera de se calquer sur le timbre de voix de Kurt Russell. Et ce sera un personnage qui deviendra vraiment mythique. Le film, c'est une espèce de mix entre le film d'aventure et le film d'action. C'est une réussite totale, et ce, même si le film est très sombre, très noir, il est très violent par moments. Et ça reste aujourd'hui certainement mon préféré du réalisateur. Et d'ailleurs, New York 97 est tellement réussi qu'il donnera lieu par la suite à de nombreux films qui reprendront le même principe que ce film-là, au point que le fameux Lockout, produit par Luc Besson et réalisé par James Matter et Stéphane Saint-Léger, finira par être reconnu comme étant un plagiat de ce film. New York 97, pour moi, c'est une réussite totale. Le scénario est très simple, très basique, mais il fait ce qu'il faut pour être hyper intéressant, et ceci pour se terminer d'une manière totalement pessimiste.
Bref, New York 97 est à mon sens un grand film qu'il faut voir absolument. En 81, John Carpenter revient comme compositeur, comme scénariste et comme producteur d'un film sur lequel on ne l'attendait pas forcément, c'est Halloween 2. Par contre, il ne le réalisera pas. Mais il participera quand même grandement au développement de cette Halloween 2, dont il sera d'ailleurs parfois perçu comme un des personnages qui a menuisé sa qualité, notamment parce qu'il aurait réclamé des scènes plus violentes alors que lui-même avait décidé de ne pas en mettre dans le premier. C'est un débat qui est toujours en cours et le résultat donnera un film finalement pas si honteux que ça. En 1982, John Carpenter fait son grand retour avec de nouveau le remake d'un film, un film de Howard Hawks, ou tout du moins qu'on pense pouvoir être réalisé par Howard Hawks, même si officiellement c'est pas lui, c'est pas encore très clair au jour d'aujourd'hui. C'est le film La chose d'un autre monde, qui va devenir ici The Thing. The Thing sera un film qui connaîtra un échec commercial assez monstrueux, mais qui est aujourd'hui encore considéré comme un des chefs-d'œuvre du genre. Pour l'occasion, pour la réalisation de ce film, John Carpenter a le choix entre de nombreux acteurs. Pourtant, il va rappeler de nouveau Kurt Russell, qu'il va associer à Keith David et d'autres acteurs aux noms moins connus, mais qui vont pourtant faire quelque chose de très fort dans ce film. Pour résumer l'histoire, ça se déroule au cœur de l'Antarctique. Une équipe de chercheurs découvre un corps qui enfouit sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Une fois décongelée, la créature va commencer à se balader dans le coin, elle va commencer à prendre l'apparence de plus ou moins ceux qu'elle veut, et surtout de qui elle veut, ce qui va créer une vraie peur, une vraie paranoïa entre les différents membres de l'équipe. Et tout le film est basé là-dessus, sur ce sentiment de peur, de paranoïa, et c'est ça qui en fait un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma. Cette ambiance est glaciale de toute façon, ne serait-ce que par le contexte, et elle crée une peur vraiment incroyable, étant donné qu'il n'y a vraiment personne aux alentours, à part cette équipe de chercheurs. Avec un casting incroyable, le film réussit à être un des plus grands films d'horreur de l'histoire, au point qu'il a eu le droit à un nombre de préquels pas possible en comics, en film également, et qu'un remake se prépare. Un remake qui pourra forcément difficilement surpasser l'original, on espère qu'il le fera, mais il y a quand même assez peu de chances que ce soit le cas. The Thing, c'est un des plus grands films de Carpenter, c'est aussi un de ses plus gros échecs, c'est un film qui a demandé énormément de moyens, ne serait-ce que pour certains effets visuels absolument incroyables à l'écran. Le bid qui s'en est suivi au niveau commercial mettra quasiment fin à la carrière du réalisateur, ou tout du moins lui retirera de nombreux projets. En 1983, John Carpenter revient et adapte un roman de Stephen King. L'association entre les deux était attendue depuis longtemps, et il va commencer à travailler sur l'adaptation du roman avant même la sortie de celui-ci. Le film, ce sera Christine. Christine, c'est l'histoire d'Arnie Cunningham, un adolescent qui est plutôt timide, qui est mal dans sa peau et qui est surtout le souffre-douleur de l'école. Un jour, il va tomber sous le charme d'une Plymouth Fury de 1958 qui est en très mauvais état et qui est baptisée Christine contre l'avis de son meilleur ami. Il va acquérir la voiture, sauf que rapidement il va se rendre compte que la voiture, elle est peut-être vivante et il va se faire plus ou moins posséder par cette voiture. Christine, c'est un film qui, comme souvent chez Stephen King, donne vie à des objets pour finalement les transformer en espèces de monstres. C'est un livre qui est plutôt réussi, même si c'est pas le meilleur de King. Et pour l'adaptation, Carpenter va éjecter
toute une partie du roman, c'est-à-dire toute la partie où on n'en explique plus sur l'espèce de possession de Christine avec son ancien propriétaire. Ça, c'est rapidement évoqué dans le film, mais sans plus. La grande force du film, c'est d'avoir trouvé des acteurs qui incarnent parfaitement les différents personnages. Notamment Keith Gordon dans le rôle d'Arnie, qui est vraiment crédible. On trouve aussi John Stockwell, Harry Dean Stanton. Bref, on a un casting qui est plutôt pas mal, qui est très réussi, un film qui est très sympathique à voir, mais qui n'est pas le meilleur de Carpenter, même si en termes d'ambiance, il fonctionne parfaitement, et si on y croit finalement en ce véhicule possédé, ça reste un film de Carpenter assez facile en fait. Et on sent qu'il a été sorti un peu dans la précipitation pour sortir la même année que le roman. Bref, le résultat, c'est un film qui est quand même très sympathique, qui a une ambiance vraiment bien à lui, qui arrive à faire des vrais moments de terreur, mais qui n'est pas tout à fait au niveau attendu chez le réalisateur, qui vient de sortir quand même de The Thing, de Fog ou encore de New York 97. En 1983 toujours, Carpenter va être de nouveau à la musique et à la production d'un film, mais cette fois-ci c'est une idée un peu différente. Après Halloween et Halloween 2, il se rend compte qu'il tourne un peu en rond avec Michael Myers et il décide de continuer la saga Halloween, mais en racontant une toute autre histoire. Ce sera avec Halloween 3, Le sang du sorcier, qu'il ne réalise pas, donc ça sera réalisé par Tommy Lee Wallace, un épisode qui sera longuement boudé justement parce qu'il n'a rien à faire avec le reste de la saga, mais c'était le but au départ de proposer une anthologie avec un film d'Halloween différent chaque année. En l'occurrence, le bid total que fera le sang du sorcier entraînera l'arrêt de cette idée pour revenir vers une franchise dédiée à Michael Myers. Lorsqu'il s'engage dans la production de Starman, John Carpenter essaye d'effacer l'échec commercial de The Thing avant tout. Il en a été très touché, il accepte un projet purement commercial pour s'en sortir. À l'époque, le studio qui développe Starman, Columbia, a deux projets sur le feu, deux qui ont plus ou moins le même thème, celle de la visite d'un extraterrestre sur la Terre. Ils décideront de confier Starman à Carpenter et de bazarder le deuxième projet qui n'était autre qu'E.T. l'extraterrestre. En l'occurrence, Starman, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un extraterrestre qui échoue sur la Terre, qui va être poursuivi par l'armée, qui va se réfugier chez une veuve et prendre l'apparence de son mari défunt. Et il va l'obliger à l'accompagner jusqu'à une fusée pour pouvoir repartir chez lui. Finalement, les deux vont finir par se lier. Starman, c'est un film qui est très touchant et qui aurait tout à fait mérité le même succès que E.T. par exemple. En plus de ça, il bénéficie de performances d'acteurs assez remarquables. Au casting, on retrouve Jeff Bridges ou encore Karen Allen. Et il a vraiment l'avantage de proposer vraiment des performances assez marquantes, au point que Jeff Bridges sera nommé à l'Oscar avec ce rôle. Pourtant, le film est aujourd'hui totalement oublié, et ce, malgré une suite en série télé, sans les acteurs d'origine. Et c'est tout le projet Starman qui sera tombé dans l'oubli et qui aura été un bide, justement à cause de la concurrence de E.T. Finalement, pour se remettre d'un bide, Carpenter fera un autre bide avec un film qui n'est pas vraiment très carpenterien, même s'il en garde quelques aspects, et qui reste un des films les plus oubliés du réalisateur. C'est un peu dommage parce que ça reste un bon film malgré tout, qui arrive à transmettre quelques émotions. What the hell ever happened to good manners? We invited him here. So far to come, so much to do, so little time to fall in love. Look up. Company's coming. John Carpenter's Starman. Toujours en 1984, Carpenter produit le film Philadelphia Experiment de Stewart Raffield. Starman étant un échec relatif, John Carpenter revient en 1986 avec Les aventures de Jack Burton dans les griffes de Mandarin.
Cette fois-ci, il espère bien signer un succès et son film suit les pas d'un certain Indiana Jones avec un pur film d'aventure. Le souci, c'est que ce film sera également un échec. Les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, ça raconte l'histoire de Jack Burton, un camionneur relativement ordinaire qui va accompagner son ami Wang Shi à l'aéroport de San Francisco pour accueillir la fiancée de ce dernier. Mais un puissant sorcier désincarné, Lopan, s'est mis en tête d'épouser cette fiancée, et c'est le début d'une véritable aventure, d'un vrai film d'aventure. Au casting du film, on retrouve Kurt Russell de nouveau, mais également Kim Cattrall, pour un film qui est tout simplement incroyable. C'est un film que j'ai vu en étant jeune, et pendant des années, j'ai recherché ce film sans savoir comment il s'appelait, et je l'ai jamais retrouvé. Je suis retombé dessus au hasard en suivant la carrière de Carpenter. Les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, c'est un des meilleurs films d'aventure que je connaisse, un film avec de l'humour, de l'action, des effets visuels. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour un pur bon divertissement. C'est un film qui, j'aurais pu l'espérer, soit un vrai succès, mais qui sera totalement planté, tout du moins au box-office. C'est vraiment dommage parce que c'est un film à voir absolument avec un univers bien à lui, des personnages marqués et des moments de folie absolument géniaux. Mais Carpenter échouera donc avec ce film, comme il a échoué avec malheureusement beaucoup trop d'autres films du point de vue commercial, alors que les films auraient mérité bien plus. My destiny rests in your capable hands. Hey, I'll do my best. Oh God, is this really happening? This is gonna take Cracker Jack timing, Wang. 1, 2, 3. We may be trapped. Total concentration. Safety. Yeah. You ready, Jack? I was born ready. Way to go, Jack. Jack Burton's coming to rescue your summer. Hey, what more can a guy ask for? 20th Century Fox presents Kurt Russell in John Carpenter's Big Trouble in Little China. It's all in the reflexes. Toujours en 86, John Carpenter écrit le scénario du film Sans issue de Harley Cockelis. Mais c'est pas tout puisqu'on le retrouve également dans un rôle un peu différent puisque c'est dans le rôle d'acteur qu'on le retrouvera dans La tête dans les nuages de Nick Castle. En 87, ayant fait face à un nouvel échec avec les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, John Carpenter décide de faire ce qu'il a envie de faire, il met un petit budget de côté et il fait son film sans se soucier de personne. Ce film, ça va être Prince des Ténèbres. Prince des Ténèbres, c'est un film très particulier parce que c'est un film qui est très lent. C'est un film qui peut vite lasser si on n'a pas forcément l'habitude du genre. C'est un film sur lequel on peut même peut-être s'ennuyer. Carpenter est à la réalisation, il est à la musique, il est aussi au scénario sous le pseudonyme de Martin Quatermass. Et il va réaliser un film très surprenant, un film avec plus ou moins une unité lieu, assez peu de personnages, et une histoire pourtant assez intéressante. On retrouve au casting Donald Pleasence, Victor Wong, Dennis Dune, bref, des acteurs qu'on a vus dans les films précédents du réalisateur. On a même une apparition d'Alice Cooper. Et c'est un film qui va être vraiment très étrange dans la carrière du réalisateur. Pour résumer un peu l'histoire, on a un prêtre qui va demander à un groupe de scientifiques d'étudier un cylindre de verre qui est enfermé dans une crypte au niveau d'une église de la banlieue de Los Angeles. Et les scientifiques vont se rendre compte qu'ils se trouvent devant un processus, devant une histoire d'avènement du mal, une histoire un peu satanique. Prince des Ténèbres, c'est un film qui est assez difficile à aborder, assez difficile à aimer même. Il faut le revoir plusieurs fois, il faut accepter de le revoir plusieurs fois. Et si on le fait, c'est vraiment un vrai plaisir au final. Il y a une ambiance vraiment unique, quelque chose de vraiment particulier. On sent que le réalisateur a voulu se plonger à 100% dans son film et à ne penser à rien d'autre, juste faire ce qu'il avait envie de faire avec ce film. Du point de vue purement esthétique, du point de vue du film lui-même, du point de vue artistique, c'est une vraie réussite. Pas de chance, par contre, le film fera forcément, encore une fois, un gros bide au niveau commercial.
volonté du Christ soit faite! Toujours condamné à la réalisation de films à petit budget, John Carpenter décide en 88 de réaliser le film Invasion Los Angeles en s'inspirant d'une nouvelle de Ray Faraday Nelson. Il écrit le scénario sous le pseudo de Frank Armitage et va raconter l'histoire d'un personnage dont on n'a jamais le nom dans le film. Il est appelé John parfois et avec le temps on a fini par le nommer John Nada, qui recherche un travail comme ouvrier sur des chantiers. Il va faire la connaissance d'un personnage nommé Frank Armitage qui va lui proposer de venir loger dans son bidonville. Et John va y découvrir une paire de lunettes hors du commun qui lui permettent de voir le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire gouverné par des extraterrestres qui ont pris une apparence humaine. Et ces derniers maintiennent la population dans un état apathique grâce à une propagande subliminale. Évidemment, le film est une charge politique très forte. Il fait pas de détails, il fait vraiment pas de mystère sur ce qu'il est. Et c'est un film qui est très réussi, alors qu'il peut être vu comme un peu lent. On a notamment une longue scène de combat qui peut presque être vue comme une blague tellement elle dure longtemps et tellement elle est tout sauf violente a priori. Mais il y a quelque chose de crédible dedans et tout le film est comme ça crédible et assez direct. Invasion Los Angeles, c'est un des chefs-d'œuvre du réalisateur et un des plus grands films qui m'a été donné de voir. Au casting, on retrouve Roddy Piper, qui est même pas acteur, c'est un lutteur, mais qui sera utilisé dans le film certainement parce qu'il coûte pas trop cher et que ce sera un de ses premiers rôles, si ce n'est son premier rôle au cinéma. On retrouve également Keith David ou Meg Foster. Pas de grands acteurs, rien de fou, pourtant le film est devenu culte au point de se retrouver dans des jeux vidéo, des clips, dans l'art, dans des critiques, ou même dans la philosophie. Et donc je vous conseille tous de voir Invasion Los Angeles, qui est une grande réussite et un film vraiment important dans la carrière du réalisateur, mais important aussi dans l'histoire du cinéma tout simplement. Entre 88 et 92, on va retrouver Carpenter uniquement au scénario de 2 téléfilms. Le premier en 90, ce sera El Diablo de Peter Markle, un western, et le second, ce sera Blood River de Mel Damsky, un western également en 91. Après 4 ans de silence, Carpenter revient en 92 avec Les Aventures d'un homme invisible, un nouveau film de commande basé sur le roman Mémoire d'un homme invisible, un film pour lequel il va quand même se donner, même si rapidement, une nouvelle fois, ses idées vont être tuées dans l'œuf. Puisque son but avec ce film, c'est qu'on ne voit pas cet homme invisible, qu'il soit totalement invisible pendant tout le film, ce qui lui met en plus un défi en tant que réalisateur. Le souci, c'est qu'on va lui imposer un casting dont il veut pas vraiment, et notamment Chevy Chase dans le rôle principal. Si Carpenter aime bien Chevy Chase, et qu'il a envie de relancer sa carrière, il va vite être déçu par la propension de l'acteur à vouloir apparaître sur tous les plans, et au final, dans le film, on le voit quasiment partout. On a beau avoir un reste de casting absolument incroyable avec Chevy Chase, donc Daryl Hannah, Sam Neill ou encore Stephen Tobolowsky, le film n'est pas vraiment à la hauteur des attentes. On y suit donc un personnage, Nick Holloway, qui à la suite d'un accident dans un laboratoire de recherche va devenir invisible. Et ce qui en sort, c'est une espèce de comédie de science-fiction pas vraiment géniale, même si certains gags sont vraiment réussis, et que le film est globalement bon, voire très bon dans son genre. On a du mal à y retrouver ce que sait faire Carpenter habituellement. Il y arrive de temps en temps on retrouve les bases de son style, mais ça reste un film vraiment mineur dans la carrière du réalisateur. Ce qui est d'autant plus dommage qu'il y avait de bonnes idées et vraiment de bonnes intentions à la base. Le résultat final, c'est quand même une belle déception. Une belle déception par rapport à ce qu'on attendait, mais un divertissement tout à fait réussi dans son genre. Alice, attention! Elle m'a soutenu aveuglément. Je le tiens. Chevy Chase, Bonjour. Bonjour. Daryl Hannah,
Je vais raconter ça à ma mère, elle va craquer. Dis-lui que tu aimes un type, que ça peut devenir sérieux, mais qu'il est transparent. Un film de John Carpenter, Les aventures d'un homme invisible. En 1993, Carpenter revient avec un projet qui aurait dû voir se rassembler plusieurs réalisateurs de films d'horreur reconnus. Ce projet, c'est Body Bags, ou en français Petit cauchemar avant la nuit. C'est un téléfilm qui va être composé de 3 sketchs. Alors normalement, on aurait dû voir 3 voire 4 réalisateurs au programme de ce film. Au final, il n'y en aura que 2, John Carpenter et Tobe Hooper. Et en fait, presque qu'un seul, puisque Carpenter réalisera l'introduction, le premier sketch, la station-service, le deuxième, les cheveux du Docteur Miracle, et l'épilogue. Tobe Hooper s'occupe en effet que d'un seul et unique sketch qui s'appelle Œil pour œil. Globalement, le film ne marquera pas l'histoire, même si ces 2 sketchs sont plutôt sympathiques. Dans le premier, la station-service, on suit une étudiante qui est embauchée pour travailler de nuit dans une station-service justement, et un tueur en série débarque. Dans le second, les cheveux du Docteur Miracle, on suit Richard Cobert qui commence à perdre ses cheveux. Il va subir une intervention chirurgicale pour enrayer ce petit souci. C'est 2 histoires assez simples, mais qui fonctionnent bien au casting. En plus, on a des choses plutôt sympathiques. Par exemple, dans la station-service, on croise Robert Carradine, mais également de petites apparitions telles que celles de Wes Craven ou de Sam Raimi. Et dans Les cheveux du Docteur Miracle, on croise Stacy Keach. Des castings sympatoches. Pour l'introduction et l'épilogue, on trouve John Carpenter lui-même et Tobe Hooper, mais aussi Tom Arnold. Et globalement, les 2 histoires se regardent avec un certain petit plaisir sans que ce soit vraiment fou. Bref, Petit cauchemar avant la nuit, c'est pas un film qui marquera l'histoire, mais ça reste dans son genre une petite œuvre assez réussie, dans le style un peu d'un Creepshow par exemple. John Carpenter presents Body Bags. Coming this August. Only on Showtime. En 1994, on retrouve John Carpenter, mais cette fois-ci en tant qu'acteur uniquement, dans un film nommé Le silence des jambons, un film d'Ezio Greggio. En 1995, John Carpenter va rendre hommage à 2 maîtres du genre horrifique, littéraire en tout cas, puisqu'il va réaliser L'Antre de la folie, un film qui se situe plus ou moins entre les univers de Stephen King et de Lovecraft. Au casting de L'Antre de la folie, on retrouve dans le rôle principal Sam Neill, qui est absolument incroyable, mais aussi des acteurs comme Jürgen Prochnow, Charlton Heston ou encore David Warner. Voire même Hayden Christensen dans un tout petit rôle. L'Antre de la folie, c'est un film qui a été un échec commercial une nouvelle fois, un échec commercial assez immense, et qui pourtant est un excellent film. C'est un conte-histoire d'un détective privé, John Trent, qui est chargé de retrouver Sutter Kane, un écrivain de romans d'épouvante qui a disparu. Il allait lancer son nouveau roman, L'Antre de la folie, et on ne l'a plus retrouvé. Il va donc suivre une piste qui va les conduire à Hobsend, une petite ville oubliée de Nouvelle-Angleterre, qui n'est présente sur aucune carte. Tout le long du film, on va être plongé dans un univers de folie, dans un univers de monstres, un univers horrifique, assez fou. Et c'est une des meilleures réalisations de Carpenter. C'est un film qui, une nouvelle fois, a fait l'objet d'un petit budget, et qui, par certains aspects, peut ne pas sembler au niveau, et pourtant c'est un film qui est tout simplement totalement carpenterien, et qui donc reprend avec une certaine perfection les univers qu'il cherche à mettre en image, ceux donc de Stephen King et de Lovecraft. L'Antre de la folie clôture la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, et je vous conseille vraiment de le voir, c'est un de ses plus grands films. Ce livre va rendre les gens complètement fous. Eh bien, espérons-le. Le film sort le mois prochain. L'Antre de la folie. Toujours en 1995, John Carpenter a l'occasion de sortir un 2e film. Ce film, ce sera Le Village des damnés, le remake d'un film de 1960 qui avait été réalisé par Wolf Ria et qui était tiré du roman The Midwich Cuckoos de John Wyndham.
Le village des damnés, c'est quoi? C'est l'histoire d'une espèce de force invisible et mystérieuse qui endort les habitants du village de Midwich. Quelques semaines plus tard, un docteur découvre qu'une dizaine de ses patientes sont enceintes. Lorsqu'elles vont accoucher, les enfants vont s'avérer être plutôt maléfiques. Si le film original a réussi à marquer l'histoire du cinéma, ce sera moins le cas de ce remake, voire pas du tout, étant donné qu'il s'avère finalement assez moyen. Moyen plus, mais moyen quand même. Pourtant, au casting, on pouvait espérer quelque chose de mieux, hein. On avait Christopher Reeve, Kirstie Alley, Michael Paré ou encore Mark Hamill. Deux grands noms qui n'apporteront finalement pas grand-chose à un film qui se traîne un peu et qui surtout n'arrive pas à rendre les enfants réellement effrayants. La lumière qu'on leur met dans leurs yeux les rend plus ridicules que vraiment flippants. C'est un peu dommage parce qu'au-delà de ça, il y a quand même de bonnes idées dans le film, et en tant que remake, il tient à peu près la route. Mais ce Village des damnés, ce sera un des films les moins intéressants du réalisateur, un des films qui sont vraiment passables dans la filmographie de Carpenter. Powerful than we'll ever be. What are you gonna do? The only thing that we can do. You can't stop us, you know. Don't try. En 1996, John Carpenter va faire une chose qu'il n'a jamais fait pour l'instant, c'est réaliser une suite d'un de ses propres films, puisqu'il va réaliser Los Angeles 2013, la suite donc de New York 97. C'est surtout l'intérêt de Kurt Russell pour cette suite qui va le pousser à le faire. Le scénario est écrit par Carpenter, Debra Hill, mais également par Kurt Russell lui-même. En 2000, un tremblement de terre est survenu, la ville de Los Angeles s'est détachée du continent américain. En 2013, c'est devenu une île où le gouvernement exile tous les bannis de la société, comme à New York en 97. Snake Plissken va y être envoyé pour barrer la route au maître des lieux, le révolutionnaire Cuervo Jones. Voilà pour le pitch, qui ressemble beaucoup à celui de New York 97, et par bien des aspects, Los Angeles 2013 pourrait sembler être un remake du film précédent, sauf que dans les faits, il développe des idées très différentes et quasiment à l'opposé du précédent film. Ce qui ne l'empêche pas d'être un excellent film, d'être une quasi-réussite, à une exception près, c'est que le film a dû faire face à la faillite de la société gérant les effets spéciaux. De fait, il a été de nombreuses fois repoussé pour au final proposer des effets spéciaux assez dégueulasses, il faut bien le dire. Globalement, ça a tendance à bousiller le film par moments, et ce malgré un casting qui tient la route, puisqu'on y retrouve Kurt Russell, Steve Buscemi, Stacy Keach, Pam Grier, Valeria Golino ou encore Bruce Campbell. Il y a de jolis noms, mais au final, le film ne réussit pas à impressionner autant que le premier, justement à cause d'effets spéciaux un peu ratés et du fait qu'il ressemble parfois à un remake du film original. Ça n'en fait pas un mauvais film pour autant, et je vous conseille quand même de le voir, ne serait-ce que pour voir les deux films et voir à quel point ils se répondent l'un à l'autre. This town loves a winner. We'll say we play a little Bangkok rules. Nobody draws until this hits the ground. You ready? Draw. You got a problem with that? Los Angeles 2013 sera un nouvel échec, et mènera Carpenter à envisager d'abandonner le cinéma avant de se tourner finalement vers Vampire en 1998. Titre simple pour un film adapté d'un roman de John Stickley et scénarisé par Don Jacoby. Don Jacoby, on connaît puisqu'il a scénarisé avec Carpenter Philadelphia Experiment. Il scénarisera aussi sa suite, mais on lui doit aussi deux des meilleurs films de Tobe Hooper, Life Force et L'Invasion vient de Mars, ou encore Arachnophobie, voire même Double Team ou Évolution. Avec Vampire, ils vont réaliser un film différent. On est sur un chasseur de vampires qui part à la recherche d'une relique.
S'il échoue à la retrouver et que les vampires mettent la main dessus, ils pourront survivre à la lumière du soleil. Avec ce film, Carpenter ne veut pas donner l'image d'un vampire romantique, mais veut bien exploiter l'image du vampire dans toute sa violence, dans toute sa puissance. En l'occurrence, ici, il veut des vampires qui déchirent, qui massacrent, qui tuent, et il veut du sang. Au casting, on retrouve James Woods, Daniel Baldwin, Cheryl Lee, Mark Boone Jr., Kari Hiroyuki Tagawa, ou même Frank Darabont dans un tout petit rôle. Vampire, c'est un film qui justement fait quelque chose de différent par rapport à ce que font les autres films de vampires, et qui s'impose vraiment comme un pur film de série B, une pure série B de grande qualité. On imagine ce que le film aurait pu donner si, comme c'était envisagé au départ, il avait été réalisé par Russell Mulcahy avec Dolph Lundgren. Ça aurait sûrement été moins bon. Là, on a une espèce de western moderne avec des vampires. Et franchement, ça marche super bien. Vampire, c'est un film qu'on devrait un peu oublier maintenant. Et c'est dommage parce que ça vaudrait vraiment le coup d'y rejeter un œil. D'ailleurs, il aura droit à 2 suites, que ce soit Vampire 2, Adieu Vampire, ou Vampire 3, la dernière éclipse du soleil. Aucune des deux n'arrivera à la cheville de ce qu'est Vampire. Jack, il nous colle! On s'est fait doubler, il connaît mon nom. Faut exterminer ces vampires. Où que tu sois, je te traquerai. Tu ne me tueras jamais. J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta caquette fonctionne toujours aussi bien? L'année suivante, on va retrouver John Carpenter sur 2 petites choses. Tout d'abord, le scénario du téléfilm Mort sur Mortel de Noël Nosek, mais également sur un projet différent puisqu'on va le retrouver cette fois-ci à la musique. Et à la musique de quoi? À la musique d'un jeu vidéo en 98, le jeu Sentinel Returns. Il faudra attendre 3 ans après Vampire pour retrouver John Carpenter. Cette fois-ci avec un film qu'il change un peu, puisqu'il va réaliser Ghosts of Mars. Ghosts of Mars, c'est quoi? C'est un film qui se passe évidemment sur Mars, qui se déroule en 2176. Donc la Terre a fait de Mars une colonie minière. Dans une des capitales de la vallée, un lieutenant reçoit l'ordre de transférer un criminel, du genre criminel de la pire espèce. Ils vont alors débarquer dans une ville abandonnée, Shining Canyon, où ils vont se rendre compte qu'il y a seulement une poignée de détenus qui ont réussi à survivre à une terrible catastrophe. Et ils vont tomber sur un étrange rituel qui se déroule et des personnages proches du barbare. Globalement, c'est difficile de résumer Ghost of Mars, c'est vraiment une expérience à vivre, un film à voir, même si le film n'est pas le plus réussi de Carpenter. C'est un film qui, globalement, mérite des critiques assez mitigées, même si moi je l'aime bien. Il est entre l'horreur et la SF, trouve un mélange qui fonctionne plutôt pas mal, mais en même temps, c'est parfois un peu long et ça peine des fois à vraiment développer ses idées. Plus de ça, la photo laisse un peu à désirer par moments. Au casting, on retrouve Natasha Henstridge, Ice Cube, Jason Statham, Cléa Duvall ou encore Pam Grier. Il est à noter que Jason Statham devait incarner le personnage d'Ice Cube, mais il a préféré incarner un autre personnage, celui de Jericho Butler. Et suite à ce film, d'ailleurs, Carpenter et Statham deviendront de bons amis, au point que les deux chercheront pendant des années à développer des projets ensemble, ce qui n'a toujours pas abouti au jour d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs assez dommage. Mais je vous conseille malgré tout de regarder Ghost of Mars, qui est un film d'action, d'horreur, de science-fiction qui fonctionne plutôt pas mal, et qui a été une bonne petite surprise quand moi je l'ai découvert. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est sorti de son corps. Je ne comprends pas. Quelle que soit la forme de vie qu'il y avait ici, nous l'avons réveillée, elle est en nous, ok? Ça va vraiment se compliquer. Je parle de possession. Je n'irai pas. Il se venge de quiconque essaye de s'installer sur leur planète. Aucun de nous n'en sortira vivant si on ne se serre pas les coudes. Jamais je donne ma parole. Je ne passe jamais de marché avec des escrocs. John Carpenter, Ghosts of Mars. Pour eux, nous sommes les envahisseurs. Attention! Allons-nous expliquer au cartel que la planète Mars a été envahie par des fantômes? L'année suivante, en 2002, on retrouve Carpenter uniquement à la production puisqu'il produira Vampire 2, Adieu Vampire.
Et en 2005, il produira le remake de son propre film Fog, cette fois-ci réalisé par Rupert Wainwright, un film carrément minable. En 2005, John Carpenter accepte la proposition de Mick Garris de rejoindre sa série anthologique Masters of Horror. Considéré en effet comme un maître de l'horreur, il fait partie évidente du casting. Et pour la première saison, il met en scène le film La fin absolue du monde, un moyen métrage de près d'1 heure qui s'avérera être un des meilleurs de cette première saison. Profitant de la présence de Norman Reedus et du Doki au casting, le film raconte l'histoire de Kirby Sweetman, un enquêteur qui a un énorme flair pour retrouver des bobines de films rares. Un collectionneur va le convoquer, lui confier une mission, retrouver la bande de La fin absolue du monde, un film qui a été montré une seule fois et dont la rumeur prétend qu'il a poussé les spectateurs à s'entretuer et qu'il a donc maintenant disparu. On retrouve dans ce film une enquête et aussi un côté fantastique, horrifique, vraiment cher au réalisateur. Ainsi on peut retrouver son style, et pourtant il y apporte des nouveautés qui le rapprochent presque par moments du cinéma asiatique. Le résultat est assez étonnant, mais c'est un des films les plus réussis de la saison, un des plus gore aussi, et un des plus flippants tout simplement. Il y a une ambiance vraiment unique dans ce film, une ambiance de mort, une ambiance démoniaque qui pèse sur l'ensemble, et qui donne un résultat vraiment convaincant pour ce moyen métrage qui fait totalement partie de la filmographie du réalisateur. What you want? You want to see the movie. Relax. Something happens when you point the camera at something terrible. The resulting film takes on power. En 2006, John Carpenter revient avec un nouvel épisode des Masters of Horror, nommé en VO Pro-Life, en VF Piégé à l'intérieur. L'épisode met en vedette Derek Mears, Emmanuel Vaugier, Ron Perlman et Caitlin Vax. Il raconte l'histoire d'une femme qui va aller se faire avorter d'un démon, mais qui va être menacée par son père qui va essayer de l'en empêcher. Alors autant le dire tout de suite, Piégé à l'intérieur, contrairement à La fin absolue du monde, est un des épisodes les plus faibles de la série, et c'est tout simplement une des réalisations les plus faibles de Carpenter. Jamais on ne se prend au jeu de cet épisode, qui en plus se retrouve limité en termes de durée, puisque cette deuxième saison, de manière générale, est beaucoup plus cadrée que la première, et donc ne lui laisse pas développer ce qu'il voudrait comme il voudrait. De fait, on se retrouve avec quelque chose de très concis, d'assez peu intéressant, d'assez banal, et globalement sans intérêt. Sans être totalement nul, c'est un épisode qui est pas franchement marqué dans les annales et qui restera pas dans les mémoires. Daughter's well-being is to let her out of that damn slaughterhouse. I can feel it moving. An active baby is a healthy baby. Whatever's inside of me, it's evil. Something's wrong. What's happening? It's here! Protect the baby. Il faudra donc attendre 10 ans et 2011 pour voir enfin ressortir John Carpenter en salle, et encore c'est relatif puisque son film The Ward à l'hôpital de la terreur ne sortira en salle qu'aux États-Unis et en DVD en France. The Ward, c'est un film qui restera assez oublié dans la carrière du réalisateur, et c'est dommage. C'est un film qui comporte un casting essentiellement féminin, puisqu'en dehors de Jared Harris, on trouve Amber Heard, Mamie Gummer, Daniel Panabaker ou encore Lindsay Fonseca. Ça se passe en 1966, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique après avoir été retrouvée près d'une ferme abandonnée qu'elle venait d'incendier. Il se trouve qu'elle va être attaquée en plus de ça par un mauvais esprit. The Ward est donc un film d'horreur pur jus, malheureusement assez classique, assez simple, et ça ressemble vraiment à un projet bazardé par Carpenter. Non pas que ce soit un mauvais film, sa maîtrise lui permet de sortir quelque chose de tout à fait correct, et en plus de ça, il a un bon casting qui tient la route et qui fait bien le taf.
Mais une fois passé la surprise de retrouver le réalisateur et quelques-uns de ses effets, on a un produit finalement DTV assez classique. Ça aurait pu être bien meilleur, mais face à un Sucker Punch sorti plus ou moins à la même époque, le film peine à survivre et peine à avoir une vraie vie. The Ward, c'est un film que j'attendais beaucoup et quand il a été sorti, je l'ai vu, j'en suis sorti et je l'ai plus ou moins oublié tout de suite après. Et c'est d'autant plus dommage qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le dernier film sorti sur grand écran du réalisateur. On est aujourd'hui bientôt à 10 ans après sa sortie, et le réalisateur ne semble pas revenir au cinéma et ne semble pas avoir envie d'y revenir, étant donné qu'il le dit lui-même, il touche toujours l'argent sur ses films et il n'a aucune raison de revenir au cinéma, il est très bien chez lui à regarder sa télé. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il est resté totalement inactif depuis 10 ans. Il a aujourd'hui 72 ans, mais continue à faire des petites choses à droite et à gauche. She's gone now. And now she's going to kill us all. You've got to deal with them. We have to get out of here. Get her in a straitjacket. That wasn't so bad, was it? Par exemple, en 2011, on l'a retrouvé au scénario d'un jeu vidéo, au scénario du jeu Fear 3. Alors, il l'a pas écrit seul, il l'a coécrit, mais il est bien crédité. Bon, après, il faut reconnaître que le scénario du jeu n'a rien de fou et que c'est certainement le plus faible des jeux de la série. Reste qu'il a quand même écrit le scénario du jeu. C'est tout? Bah, pas vraiment, puisqu'on l'a retrouvé aussi au travail sur plusieurs comics. En 2013, les comics Asylum. En 2014, Big Trouble in Little China, inspiré des aventures de Jack Burton. Et en 2014, toujours Escape from New York, inspiré donc de New York 97. Et c'est toujours pas tout, puisqu'on le retrouve aujourd'hui sur son activité principale, c'est-à-dire la musique. Pour ce qui est de la musique, on l'a trouvé sur plusieurs disques, notamment les albums Lost Themes 2, qui ne sont pas en réalité des morceaux perdus, mais bien de nouveaux morceaux, et le disque Anthologie Movie Themes 1974-1998. C'est en effet la musique qui est aujourd'hui ce qu'il fait le plus, au point qu'en 2017, il a même ressorti un clip nommé Christine, inspiré de nouveau de l'œuvre de Stephen King. Un aspect musical qui l'inspire tellement qu'en 2018, en plus d'être producteur du nouveau Halloween, il en sera également de nouveau le compositeur. Alors si aujourd'hui on a perdu John Carpenter de vue du cinéma, ça ne veut pas dire pourtant que c'est un réalisateur à oublier. Son œuvre elle est grandiose, il y a quelques petits ratés à droite à gauche, quelques films un peu moins intéressants, et aujourd'hui il est vrai que son attitude tranche avec le message que pouvaient apporter certains de ses films précédents. Reste que sa carrière reste jalonnée de chefs-d'œuvre, une carrière qui n'a jamais été reconnue à l'époque à sa juste valeur, alors qu'aujourd'hui on regrette grandement qu'il se soit éloigné du cinéma. On aimerait revoir le bonhomme, on espère qu'il reviendra un jour. D'un autre côté, si c'est pour sortir un film raté, est-ce que c'est vraiment pas mieux qu'il arrête maintenant? Bref, profitons de sa musique aujourd'hui, on se rappellera de ses films avec plaisir, et ça restera un grand maître de l'horreur.
En attendant, n'hésitez pas, vous, à laisser votre avis, vos impressions sur le réalisateur, sur John Carpenter, ce que vous aimez chez lui, ce que vous n'aimez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne année 2021.